Ils ont qu'à parler anglais eux aussi, hein. Hola à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au Japon. Alors je fais 400 vidéos sur mon voyage au Japon, mais aujourd'hui ça va être des anecdotes plus personnelles et vachement pertinentes par rapport à, je pense, l'expérience moyenne d'une fille de 20 ans blanche au Japon. Tout d'abord, à noter, et c'est un très bon point, je n'ai fait expérience d'aucun commentaire ou critique sexiste ou misogyne. C'est surprenant, mais c'est vrai. Je vais commencer d'ailleurs par vous parler de quelque chose qui est propre aux personnes qui s'habillent de manière féminine, parce que le style vestimentaire que j'ai eu au Japon, il m'a un petit peu porté préjudice au début. En gros, pour moi, quand je suis allée au Japon, je me suis habillée pareil que je me serais habillée en France au mois de juin ou quand il fait 30 degrés, parce qu'il fait beaucoup plus chaud au Japon qu'en France. Sauf que c'est l'avis que m'a donné une amie japonaise, au Japon pour eux en juin c'est pas du tout l'été. Alors que pour moi il faisait 30 degrés, c'était un peu limite avec l'humidité et tout, ça faisait une température de canicule en France. Donc en gros, selon mon amie qui était à Nagoya, et c'était pareil à Tokyo, c'est pas encore vraiment l'été pour eux, donc ça restait supportable, et c'est pour ça que j'ai vu personne qui portait des shorts ou des jupes courtes par exemple. Donc quand je suis arrivée avec mes crop tops, épaules dénudées, mes shorts courts et tout, en fait ce qui est une tenue relativement normale chez nous, hein, en plein été, voilà, eh bien je dénotais complètement du reste de la foule japonaise. Déjà il y a tout ce qui est anti-UV au Japon, mais ça c'est un vrai business, je pensais que c'était un peu un cliché, que c'était pas forcément vrai, mais on trouve partout des magasins où ils vendent en fait des manchettes, et ça fait soit juste l'avant-bras ou soit tout le bras carrément, anti-UV. C'est fait exprès pour bien respirer et tout pour l'été. Il y a plein de vêtements qui sont faits comme ça, qui sont assez couvrants mais qui respirent particulièrement bien. C'est aussi un truc que je vous recommanderais plutôt d'acheter au Japon parce que ça fait partie de la culture en fait. Donc je pense que c'est mieux développé qu'en France peut-être, le fait d'avoir des vêtements qui aèrent naturellement, des tissus qui respirent mieux et tout. Et bref, ouais, les personnes, je sais pas si c'est parce qu'elles sont pudiques ou parce qu'elles ont peur des UV ou que c'est juste comme ça, mais si vous voulez essayer de rentrer un petit peu dans le moule comme je l'ai fait, je vous conseillerais d'avoir au moins toujours un t-shirt. Donc ça c'est tout à fait personnel, ça peut peut-être changer d'une année à l'autre ou même de votre ressenti, mais moi je sentais que j'étais vraiment pas comme les autres et ça me dérangeait parce que je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas qu'on se dise oh la touriste et tout, enfin c'est vraiment purement personnel, je voulais juste m'intégrer et ressentir le plus possible la culture telle qu'elle est vraiment. Quand on m'a dit ça, j'ai acheté des vêtements pour ressembler plus ou moins à tout le monde. Il y a certains quartiers où j'ai quand même vu beaucoup de filles qui étaient habillées beaucoup plus court, tout simplement. C'était notamment dans les quartiers plutôt de la mode, ou alors un peu les quartiers comme Harajuku et tout. Shimokitazawa aussi c'est un quartier beaucoup de mode, et j'ai vu plus de styles un peu alternatifs ou qui dénotaient un minimum. Sinon globalement la plupart des femmes que j'ai vues, elles portaient des longues jupes qui respirent bien, parce que j'en ai acheté du coup, mais qui restent quand même très couvrantes. Aussi souvent en haut elles avaient pas de décolleté, les épaules couvertes etc. Donc bien sûr ça dépend des gens, il y avait des filles qui étaient habillées en débardeur et tout, il y a pas de problème. Mais quand j'allais par exemple dans des lieux religieux, enfin dans des temples ou des sanctuaires, je voyais très bien que j'étais pas habillée comme il fallait, donc je mettais systématiquement un foulard sur mes épaules. Et ça m'a un peu gênée de pas avoir la bonne tenue, je voulais pas que ça paraisse impoli tout simplement. Je vous dirais d'avoir des vêtements qui sont plutôt couvrants mais quand même aérés, donc il y a des pantalons qui sont assez fluides, qui respirent bien, les jupes pareil comme je vous ai dit, et puis en haut je pense que c'est possible d'avoir des crop tops mais plus t-shirt j'imagine. Petit point sur les choses à toujours avoir sur soi, c'est vraiment les essentiels et pour moi c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre au Japon. Tout d'abord, si vous avez les cheveux longs, et ça c'est un rapport aussi avec la température, ayez toujours un élastique ou une pince sur vous parce que vous allez vraiment transpirer de ouf. Encore une fois, le Japon c'est un pays très humide et ça veut dire qu'on transpire vachement facilement. Quand on était à Kyoto, je suis sortie de l'hôtel, il pleuvait pas et tout, hein, il faisait soleil machin. Je suis sortie, en 30 secondes, j'étais trempée de la tête aux pieds. Mais c'est trop bizarre comme sensation, j'avais l'impression de sortir d'une piscine, et alors que j'avais juste marché. C'était pas de la... Enfin comment dire... J'avais pas fait d'effort qui pourrait me faire transpirer, mais j'étais quand même trempée de sueur. Enfin c'est vraiment bizarre, donc je vous recommande d'avoir quelque chose pour vous attacher les cheveux, sinon vous allez vous sentir obligé de les laver toutes les 4 secondes. L'autre chose dont vous aurez toujours besoin, c'est une petite serviette. On en trouve vraiment beaucoup au Japon. C'est des serviettes de ce format là à peu près. Il faut toujours je pense en avoir sur soi parce que c'est super pratique. Déjà dans tous les toilettes publiques il n'y a pas forcément de sèche-main.
ça semble un peu bizarre parce que genre en France, enfin c'est normal, mais il y a vraiment dans beaucoup de gares et tout, j'en ai pas vu. Et j'étais très contente d'avoir ma petite serviette. Après ça peut aussi servir vu qu'on transpire beaucoup pour s'essuyer. Puis ça fait un petit cadeau, on peut l'emmener partout, c'est super pratique et c'est moins polluant qu'un mouchoir ou un truc comme ça puisque vous la lavez et ça dure à l'infini. Et dernière chose à toujours avoir sur soi, c'est son téléphone. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment important à préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils vont en vacances, ils laissent leur téléphone à l'hôtel ou ils le prennent pas avec eux. Parce que on n'a pas toujours confiance en fait d'avoir son téléphone sur soi, notamment quand on prend les transports ou quand on est dans des lieux avec beaucoup de personnes. Au Japon, ça ne sert à rien de se faire cette réflexion puisque la sécurité est incroyable. Donc vous pouvez prendre votre téléphone avec vous. Et d'ailleurs, on va parler de la sécurité maintenant. Donc par rapport à la sécurité, ce que je vais vous dire, ça relève plus de mon ressenti parce que j'ai jamais fait l'expérience d'oublier quelque chose et de le retrouver intact plusieurs heures après, comme on peut le voir dans plusieurs témoignages. Mais il faut noter que comparé à Paris, Tokyo intramuros, c'est 4 à 5 fois plus peuplé. Il y a 9,7 millions d'habitants comparé à plus de 2 millions à Paris. Et mon ressenti, c'est que dans le métro, même à Tokyo, même en plein centre de la ville, même si le métro est bondé, etc., il n'y a jamais cette sorte d'agitation ou de peur. Donc déjà, ce climat ambiant qui est vraiment sécuritaire, entre guillemets, ça m'a moi-même donné cette impression. Même concrètement, les gens pouvaient très bien monter dans le métro, laisser leurs affaires sur un porte-bagages en hauteur, et puis se mettre à l'autre bout de la rame s'il n'y avait pas de place, etc. Et ça n'a jamais posé de problème. Même dans certains endroits qui sont particulièrement beaucoup fréquentés, comme à Shibuya, on pouvait s'attendre à avoir une espèce d'agitation, une espèce de peur ambiante et tout. Pas du tout, donc n'ayez pas peur pour la sécurité tout simplement. Ça nous amène au prochain point qui est la communication, la manière dont les gens parlaient avec moi, agissaient et tout. Donc toujours de mon point de vue de touriste de 20 ans, je pense que ça sera pas pareil selon qui vous êtes, mais voilà. La plus grosse différence ça a été entre les grandes villes où il y a beaucoup de touristes et les petites villes. Et je vais commencer par le positif, c'est-à-dire les grandes villes, là où j'étais pas vraiment différente de la masse de touristes. Il faut savoir que mon expérience peut être un peu différente parce que je parle japonais, bon je suis pas non plus bilingue, mais j'ai essayé de parler japonais plusieurs fois. Dans les expériences desquelles je vais vous parler, j'ai pas beaucoup parlé japonais parce que ça va être des moments où tout simplement c'était spontanément, soit je connaissais pas le sujet en japonais et tout. Bref, tout d'abord, première expérience, c'est quand j'allais prendre un Shinkansen. Donc de Nagoya à Hiroshima, mon Shinkansen a été annulé et les haut-parleurs en gros ont annoncé que c'était annulé, mais j'ai pas compris ce qu'ils disaient après et j'ai vu qu'il y avait un autre Shinkansen qui est arrivé. Donc je me suis dit, bah est-ce que les haut-parleurs nous ont dit de prendre ce Shinkansen là et tout, j'avais rien compris, et il y avait déjà tout le monde qui était en train de faire la queue devant sa porte et tout pour monter. Donc sous le stress, je suis allée voir un homme qui avait l'air d'avoir à peu près la quarantaine, habillé en salaryman. En gros, il m'a tout expliqué et effectivement on devait prendre le Shinkansen qui était en train d'arriver et faire un changement à une gare plus loin. Il nous a tout expliqué, enfin il m'a tout expliqué en anglais parce que ma mamie elle parle pas très bien anglais, et donc on a pu prendre le train. Il a vraiment... Genre on est monté à la dernière seconde, donc il a un peu pris ce risque pour nous en fait. Donc il s'est assis près de nous, il allait régulièrement nous voir pour demander si on avait besoin d'aide pour nos bagages et tout, parce qu'on avait nos grosses valises évidemment. On a eu de la chance parce qu'il descendait au même endroit que nous pour prendre notre correspondance, vu que finalement on avait une correspondance. Lui il prenait pas la correspondance, mais il a été encore une fois super à l'écoute, il nous a trouvé le quai où on devait aller, il nous a aidé à porter nos bagages dans le deuxième train et il m'a même donné sa carte de visite. Alors c'est quelque chose qui est apparemment assez commun au Japon de donner sa carte de visite, c'est tout simplement pour que je puisse le contacter, mais il avait carrément fait des petites annotations dessus parce que c'était sa carte de visite professionnelle. C'est super gentil de faire le premier pas vers peut-être une future conversation en fait. Bon je l'ai pas recontacté, mais c'est vraiment cool qu'il ait fait ça. Aussi, alors ça je vais pas vous dire tous les exemples parce qu'il y en a beaucoup, mais ma mamie, elle se faisait tout le temps aborder par des petites mamies japonaises. Je sais pas comment elle faisait pour avoir cette espèce de charisme qui faisait que plein de gens allaient lui parler, mais à chaque fois quand on était dans un parc, je partais, j'allais prendre des photos et tout, et quand je revenais, elle était en train de parler avec des petites mamies qui parlaient même pas anglais, genre elles avaient trop du mal à communiquer, mais elles discutaient, genre c'est tellement pur, j'ai trop aimé. Mon ressenti vis-à-vis de ça, c'est que j'ai vraiment eu une différence entre le stéréotype qu'on m'avait donné et la réalité, parce que ce qu'on m'a toujours dit, c'est que les Japonais, notamment les personnes plus âgées, sont très fermés, et avec toutes les ethnies qui ne sont pas asiatiques,
et donc une espèce de racisme ambiant. Après ça c'était à Tokyo, donc dans des petits villages j'imagine que c'est très différent. Donc vraiment ça m'a changé du stéréotype que j'avais, le stéréotype qui reste fondé, je tiens à préciser, parce que historiquement le Japon est un pays très fermé qui a eu très peu de contact avec l'extérieur pendant très longtemps. J'ai plus les dates parce que mes cours ne sont pas assez frais dans ma tête. Je pense que les personnes âgées dans certaines régions ou dans des endroits moins touristiques sont peut-être comme ça, mais en tout cas j'en ai pas fait l'expérience. Donc ça c'est mon expérience dans les grandes villes avec beaucoup de touristes. Maintenant je vais vous parler des petites villes, par exemple Odawara et des villes autour du mont Fuji. Donc pour aller au mont Fuji, on a pris un train jusqu'à Gotemba qui est quand même une assez petite ville, genre c'est pas très fréquenté. Puis on devait prendre un bus pour aller à Kawaguchiko, mais une fois dans le train on savait pas comment on allait faire pour aller à Kawaguchiko et j'ai demandé à un homme de nous aider. On avait peur de pas pouvoir arriver le soir même à notre auberge, sachant qu'elle était quand même un peu loin de Kawaguchiko. Donc cet homme il allait à Gotemba comme nous, et une fois qu'on est arrivé il est allé au centre d'information, il nous y a emmenés. Les gens là-bas parlaient très peu anglais en fait, et encore une fois c'est une conversation que je saurais pas forcément tenir en japonais, ou du moins je saurais pas être concise et claire, donc j'avais besoin de parler anglais. Et cet homme là il se trouve qu'il était bilingue parce que il nous a expliqué qu'il vivait au Canada et qu'il était revenu voir sa famille à Gotemba après je ne sais combien d'années. Le mec est vraiment revenu voir sa famille après super longtemps, et il a quand même fait le détour et pris, je pense qu'on a passé 1 heure franchement à faire ça, et pris vraiment le temps pour nous aider à aller à Kawaguchiko. Enfin en fait c'est vous dire à quel point c'est adorable, c'est incroyable. Il a parlé en japonais pour nous, après il m'a traduit en anglais, il a posé des questions au guichet quand on en avait, il a attendu le bus avec nous, il nous a même trouvé des copines pour faire le voyage avec nous. En fait il y a d'autres touristes qui allaient prendre le même bus que nous, dont une amie maintenant qui est singapourienne, et donc il nous a rapprochés en mode vas-y vous êtes ensemble, vous êtes soudés, je crois en vous. Et puis il est parti quoi, parce qu'il allait pas non plus prendre le bus avec nous. Mais pour moi cette preuve d'investissement et le temps qu'il a passé pour nous, c'était vraiment une leçon de vie, parce que les gens se sont montrés souvent super flexibles et compréhensifs. Et je me suis vraiment dit mais qu'est-ce qui presse dans la vie en fait, pourquoi on court tout le temps, pourquoi on se dépêche, alors que y a des gens qui ont besoin d'aide, et si on prend le temps de les écouter, finalement ça nous apprend, ça leur apprend, genre tout le monde est content. Après ce trajet en bus qui s'est très bien passé, même si on avait nos valises, c'était horrible. Genre le trajet a duré vraiment plusieurs heures, et on avait nos valises dans le couloir, entre nous, et puis ça dérangeait quand il y a des gens qui montaient, elles glissaient et tout, enfin bref, c'était... Je recommande pas parce que les bus n'avaient pas de soute, je ne sais pourquoi, ça serait quand même plutôt pratique, mais non. Après notre journée à Kawaguchiko, on a pris à nouveau un bus pendant 2h30 cette fois pour aller à notre auberge qui s'appelle Fuji Midori no Kyokamura ou un truc comme ça, et c'est une auberge de jeunesse en fait, qui est vraiment dans un endroit super isolé. On était les seuls dans le bus déjà, genre il y avait peut-être 2 personnes mais elles sont descendues avant nous, et on s'enfonçait vraiment dans la campagne quoi. Et là on est descendu, on était les seuls à y descendre, et je m'étais pas forcément renseignée beaucoup sur l'auberge parce que le cadre est magnifique tout simplement. Il y a une vue dégagée sur le mont Fuji, il y a des onsen dehors, donc des bains chauds qui donnent avec une vue sur le mont Fuji. On avait des chambres pour vraiment pas cher, tout simplement des chambres traditionnelles et tout, donc c'était vraiment le meilleur plan pour moi. Sauf que cet hôtel, la réservation était entièrement en japonais, et si je ne parlais pas japonais, j'aurais pas pu faire la réservation clairement. Dans cette auberge, même si le cadre était sublime, on a eu un moment vraiment pas cool. Je vais vous dire, c'était pour moi à la limite du racisme. Alors j'ai besoin de faire une parenthèse sur ça, parce que c'est pas un mot à employer à la légère évidemment. Le racisme anti-blanc n'existe pas en France, mais au Japon, qui est un pays, comme je vous l'ai dit, historiquement assez fermé, et où il y a très peu de métissage, j'ai vraiment ressenti une discrimination. C'est le seul endroit qui était assez paumé pour que les gens n'aient jamais vu d'étrangers de toute leur vie, je crois. La discrimination, ça veut dire juste traiter quelqu'un différemment pour des raisons ethniques, religieuses, politiques, etc. Donc c'était le petit rappel. Dès le début, l'expérience, elle était pas vraiment ouf. On m'a fait attendre avec ma mamie 15 minutes à l'accueil, il y avait vraiment personne. Et parce qu'ils cherchaient à tout prix quelqu'un du staff qui parle anglais. Il y avait très peu de personnes qui parlaient anglais, ils ont vraiment galéré à trouver quelqu'un pour communiquer avec nous. Mais ça m'a un petit peu saoulé le fait que j'essayais, je faisais de mon mieux pour parler en japonais, mais vraiment ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fait « Ah, je vais te chercher quelqu'un qui parle anglais », alors que je te parle mon ref, enfin comment dire, je sais que j'étais intelligible
j'étais pas bilingue, mais je pense qu'on aurait très bien pu faire la conversation en japonais. Dans cette auberge, notre chambre, elle était super, les repas étaient délicieux, mais j'ai très bien ressenti qu'on n'était pas le public cible, notamment parce que, comme je vous l'ai dit, c'était surtout une auberge de jeunesse, donc il y avait beaucoup de groupes de sport qui venaient, donc des enfants qui avaient des clubs sportifs et tout. Pour le coup, c'était intéressant à voir parce qu'on était un petit peu en immersion dans la vraie vie des enfants japonais. J'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue expérience sociale. Ce qui est le plus problématique et dont franchement j'ai du mal à m'en remettre. Enfin, je sais pas comment dire, j'arrête pas d'y penser en fait. Genre j'ai l'impression que j'aurais mieux fait de ne jamais aller dans cette auberge. En gros, quand on est arrivé dans les couloirs avec ma mamie, les enfants, ils ont crié Gaikokujin, ce qui veut dire étranger, genre juste les étrangers genre. Et ils sont partis en courant, ils se sont cachés et tout. Et enfin vraiment, ils ont crié, mais je me suis sentie super mal parce que je sais pas, tout le monde était en train de s'amuser. Nous on est vraiment arrivés en marchant tranquille. Ils ont crié ah il y a des étrangers et ils se sont cachés. Enfin je sais pas comment dire. Je me sentais limite coupable. Super expérience. Une autre petite ville où je suis allée c'est Odawara. J'ai quand même ressenti une petite aversion dans le sens où quand on entrait par exemple dans un restaurant, les gens ils avaient la flemme tu vois. C'est comme les serveurs ils allaient demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de nous et tout parce qu'ils avaient la flemme de faire la conversation en anglais. En gros. Je sais pas si c'est exactement pour ça mais j'imagine. Le fait est que, heureusement je parlais japonais donc ça va, genre j'ai fait chier personne, mais je sentais que quand même ils étaient en mode... ils étaient genre essoufflés quoi, ils en avaient trop marre de nous. Je pense que si vous parlez pas japonais, plus la ville est petite, plus ça va être difficile à vivre. Après bon, il faut vraiment pas le prendre personnellement quoi, c'est juste, ils ont qu'à parler anglais eux aussi hein. Donc c'est tout pour mon expérience en termes de communication. Encore une fois, le fait que je parle japonais a dû sûrement aider. Vous l'aurez compris, je suis pas non plus super forte en japonais, mais ça m'a quand même sauvée de certaines situations où ça aurait été super cringe et j'aurais juste saoulé tout le monde s'ils avaient dû faire l'effort de parler en anglais. Je ne vous souhaite pas d'avoir une expérience à laquelle vous allez autant repenser que moi avec les enfants qui se sont cachés là. C'est dans les lieux plus exclusivement japonais comme ça qu'on voit les limites de l'ouverture d'esprit. Mais dans les grandes villes, encore une fois, ça ne s'est pas ressenti du tout. Donc pour résumer, n'oubliez pas vos petits indispensables et d'avoir toujours une petite pochette sur vous avec tout ça. Pareil, il faut toujours que vous ayez de l'espèce sur vous aussi, hein, je l'ai pas dit, mais c'est très important, même si maintenant, en vrai, il y a très peu d'endroits qui prennent que l'espèce. Mais ça peut même être plus pratique dans certaines situations. Donc voilà, c'était mon expérience, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous sera utile potentiellement si vous allez au Japon plus tard. Encore une fois, c'est tout à fait subjectif, je l'ai répété 400 000 fois, mais voilà, il y a des choses qui sont plus faciles pour certains que pour d'autres. Peut-être que moi, mon espèce de choc traumatique des enfants là, ça arrivera à personne d'autre et même vous, ça se trouve vous êtes dit mais c'est ridicule. Même si mon expérience est évidemment personnelle, je pense qu'il y a certains points qui vont être assez généraux, notamment des trucs à toujours avoir sur soi ou le point de la sécurité. En tout cas, je vous souhaite que votre voyage se passe bien si vous y allez, que vous ayez aucune mésaventure. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin de conseils plus précis ou si vous avez des doutes ou des appréhensions par rapport à un voyage. Je vous invite à abonner, liker, commenter, partager, tout ça vous connaissez, mais c'est très important parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent même pas. Vous attendez quoi en fait? Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.